À 21h31, heure locale, un drone ukrainien de la taille d'une petite voiture décolle d'une route de campagne aux abords de Tchernihiv et fend le ciel à toute vitesse. À travers le nord de l'Ukraine, des dizaines d'autres appareils s'élèvent au même instant depuis des routes, des pistes de terre et des champs gelés. Ce que le réseau de défense aérienne russe, qui suit chacun d'eux, ne sait pas encore, c'est que la grande majorité de ces drones ne transportent aucune ogive. Ils transportent autre chose. Et ceux qui sont armés filent à toute allure vers le plus grand terminal d'exportation pétrolière de Russie sur la mer Baltique. L'essaim pénètre dans l'espace aérien russe en quelques minutes. Les radars Nebo SVU, le réseau d'alerte précoce russe, des systèmes à bande VHF qui utilisent des ondes radio aussi longues qu'un bus scolaire, suffisamment longues pour rebondir sur de petites cibles que des longueurs d'onde plus courtes manqueraient, s'allument sur les oblasts de Bryansk et de Smolensk avec des dizaines d'échos provenant de l'axe de Tchernihiv. Certains de ces échos sont imposants, le genre qui fait se redresser chaque équipage de Buk dans le secteur. D'autres clignotent dans le fouillis, comme des parasites sur un vieux téléviseur. Plus de 30 pistes dans les 10 premières minutes, d'autres apparaissant toutes les 30 secondes, et personne du côté russe ne peut distinguer lesquels comptent vraiment. Le plus grand écho est engagé en premier. C'est ce qu'on fait quand son écran ressemble à un sapin de Noël et qu'il faut choisir une cible. Même si la moitié de ces grands retours sont de vrais missiles de croisière, tout le secteur de Bryansk va connaître une matinée catastrophique. Les missiles jaillissent des rampes à travers le secteur. 6 batteries tirant presque simultanément. La première ogive déchiquette un drone volant à 150 km/h à 90 mètres d'altitude. Un intercepteur à $1 million détruisant un morceau de mousse. Sur 6 autres écrans, 6 autres équipages observent le même résultat. Ce qui vient de tirer, c'est le Buk M2, le système sol-air à moyenne portée de référence de la Russie, conçu pour abattre missiles de croisière et aéronefs jusqu'à 50 km. Le missile 9 M317 qui l'emporte pèse 715 kg, dépasse Mach 3 et coûte environ $1 million par tir. Ce soir, ces tirs à $1 million poursuivent des cibles qui en valent 45 000, et cela n'a fonctionné que grâce à une seule chose. Si l'on examine les débris du drone que le Buk vient de pulvériser, on distingue une petite sphère fixée sur le nez, un réflecteur d'angle appelé lentille de Lundberg. Une lentille de Lundberg est essentiellement une boule de plastique et de verre superposée qui renvoie les ondes radar exactement là d'où elles viennent, et elle fait paraître l'objet qu'elle équipe énorme sur un écran radar. Ce drone FP1, le drone de frappe ukrainien bon marché produit en série, en mousse et fibres de verre, qui coûte environ $55 000 et sort de la chaîne de production à raison d'environ 100 exemplaires par jour, présente une signature radar naturelle d'environ 0,01 m², soit à peu près la taille d'un pigeon. Fixez une lentille de Lüneburg sur le nez et elle bondit entre 1 et 5 m², ce qui ressemble exactement à un missile de croisière sur l'écran. L'équivalent radar d'un Spitz nain déguisé en loup pour Halloween. 8 des 12 grands échos que le Buk venait d'engager étaient des leurs. La Russie a brûlé $8 millions en intercepteurs pour poursuivre $440 000 de mousse et d'isolant. Quelque part à Kiev, quelqu'un avec une feuille de calcul sourit de la façon dont on sourit quand on tombe sur un article soldé à moins 90%. Sauf que les économies se mesurent en intercepteurs russes. Le commandant de la défense aérienne russe au centre d'opération du secteur fait un calcul qui ne lui plaît pas. Ces batteries de Buk emportent 4 missiles prêts par lanceur, 3 lanceurs, 12 missiles au total. 8 partis dans les 10 premières minutes à chasser de la mousse. Il en reste 4. Plus de 30 contacts toujours à l'écran. D'autres franchissent la frontière chaque minute. Il peut ordonner un cessez-le-feu et conserver les missiles restants pour ce qui vient ensuite, ou continuer à tirer et risquer d'avoir des rampes vides quand la vraie menace arrivera. Il continue à tirer. C'est exactement ce sur quoi les Ukrainiens comptent.
La doctrine qui prescrit d'engager la menace la plus importante en premier vide son chargeur plus vite que ses camions de ravitaillement ne peuvent rouler. Pendant que chaque bouc du secteur chasse des costumes d'Halloween, une douzaine d'ombres se faufilent à 60 mètres d'altitude, trop petites sur radar pour mériter attention, pendant que les grands échos effrayants occupent encore l'écran. Elles franchissent la zone frontalière et poussent vers le nord dans 950 km d'espace aérien russe hostile. 950 km à 150 km à l'heure. 6 heures et 20 minutes de vol sur une réserve de carburant qui leur donne environ 7 heures. 40 minutes de marge, et c'est avant les vents contraires, les corrections de cap ou quoi que ce soit qui force un seul kilomètre supplémentaire. Ce qui vient de se faufiler, c'est l'AN-196 LUTI, le drone d'attaque longue portée à sens unique de l'Ukraine, construit par Ukroboronprom. Cellule en fibre de verre, moteur à essence monté à l'arrière, le propulsant à 150 km à l'heure, emportant une ogive de 50 à 75 kg selon la distance à parcourir. Portée, 1000 km. Coût, environ 200 000 $, soit ce que les batteries de Buk viennent de dépenser sur un seul leurre. Une douzaine d'entre eux se dirigent maintenant vers le port pétrolier le plus précieux de Russie, sans pilote, sans escorte et sans chemin de retour. 2 chasseurs Su-35S décollent d'une base de l'ouest de la Russie pour plonger dans l'essaim en moins de 4 minutes. Le radar Irbis-E piste des cibles de la taille d'un chasseur à plus de 350 km, mais contre un LUTI à 60 mètres d'altitude, l'écran est un mur de fouillis de sol. Chaque arbre, chaque grange, chaque champ gelé produisant des retours qui ressemblent exactement aux drones. Le pilote bascule sur l'IRST, la recherche et poursuite infrarouge, qui chasse par la chaleur plutôt que par radar. Le moteur à essence du LUTI tourne à une température d'échappement de 400 à 500 degrés Celsius et l'IRST le détecte. Tout comme chaque cheminée de ferme, chaque moteur de véhicule et chaque bâtiment chauffé dans une bande de 10 km en dessous. Écoutez quelqu'un respirer dans une maison obscure où chaque pièce a un radiateur allumé depuis un avion filant à 900 km à l'heure. Le pilote descend à portée visuelle et ouvre le feu avec le canon GSH-31, des obus de 30 mm sur quelque chose dont il est sûr à 60% que ce n'est pas une grange. Pour éviter de dépasser un drone allant à 150 km à l'heure, il ralentit à près de 300, dangereusement proche des limites basse altitude du Su-35 de nuit. La Russie a accidentellement abattu l'un de ses propres Su-30SM au-dessus de la Crimée en faisant exactement ce type d'interception, tir ami dans le chaos. Il tire une rafale et rate. Le LUTI continue de voler parce qu'il n'a aucune idée qu'on lui tire dessus. Le pilote tire sur les gouvernes, 4G le plaquant dans son siège, effectue un virage serré et revient pour un deuxième passage. Même problème. Le drone est maintenant en dessous de lui, collant au terrain à 60 mètres, et il doit piquer vers le sol dans l'obscurité pour obtenir un angle de tir. L'IRST peint l'échappement, mais l'ordinateur de ciblage ne maintient pas une solution stable. Le taux de fermeture est complètement faux. Le chasseur vibre à basse vitesse, et la cible ne cesse de se fondre avec la chaleur du sol en dessous. Il tire une autre rafale. Les traceurs passent à côté de l'aile gauche du drone et labourent un champ gelé. Il se dégage. 15 minutes de carburant brûlé à poursuivre une cible qui coûte moins cher que son siège éjectable. Et chaque passage met un chasseur à 85 millions de $, aux limites de son enveloppe de vol dans l'obscurité. Comme essayer d'écraser un moustique avec une voiture de luxe, sauf que le moustique ne sait même pas que vous êtes dans la pièce. Le drone n'a aucune idée qu'il a survécu. Pas de récepteur d'alerte radar, pas de système d'alerte missile, aucune conscience de ce qui se passe autour de lui. Un tube en fibre de verre avec un GPS, une caméra et une ogive, volant sourd à travers un vol qu'il ne peut pas entendre. Face à un chasseur supersonique, cette ignorance est le meilleur système de défense de la cellule. Le chasseur ne peut pas ralentir suffisamment pour abattre quelque chose qui ne sait pas qu'il devrait avoir peur. Les LUTIs survivants poussent vers le nord
Et 20 minutes après la frontière, le signal GPS se tait. Ce qui vient de l'éteindre, c'est un pôle 21, un brouilleur russe au sol qui noie la navigation par satellite comme une corne de brume noie un murmure. Il diffuse du bruit sur toutes les fréquences GPS et GLONASS simultanément, et le récepteur du drone ne peut plus entendre les vrais satellites à travers le parasitage. L'ordinateur abandonne les satellites et commence à naviguer par estime. Gyroscope pour la direction et une caméra pointée vers le bas qui compare le sol à une bibliothèque stockée de ce que le terrain est censé ressembler. Dans la cave aux abords de Tchernihiv, l'opératrice regarde les indicateurs GPS passer au rouge les uns après les autres. Elle pousse un point de passage mis à jour via la liaison de données satellites. Rien. Canal de secours. Rien. Le pôle 21 noie toutes les fréquences qu'elle possède. Les drones sont seuls maintenant, naviguant sur gyroscope et caméra, et elle ne peut absolument rien faire d'autre que regarder la télémétrie se décaler de plus en plus par rapport à la réalité. On imagine sans peine ce que ressent quelqu'un qui regarde des machines qu'il a envoyées dans l'obscurité et qui ne peut plus rien faire pour elles. Sans GPS pour corriger la dérive, le gyroscope s'écarte. Les erreurs s'accumulent comme des intérêts composés, petites au début, puis croissantes. Après 90 minutes à voler à l'aveugle dans le couloir Smolensk-Pskov, les Loutis se sont égarés d'environ 800 mètres à l'ouest de leur trajectoire prévue. Ce n'est rien au-dessus d'une campagne ouverte. Ce sera tout à l'objectif. 6 heures à vrombir dans l'obscurité hostile sur un moteur à essence et une prière. L'éclat occasionnel des lumières d'une ville sur l'aile gauche. La lueur d'un aérodrome militaire où des batteries Pantsir sont en alerte. Le Louti passe entre les deux, trop bas et trop petit pour être détecté, se faufilant dans l'intervalle comme une souris entre des chats endormis. Pas de pilote, pas d'opérateur, juste un gyroscope, une caméra et un jeu de coordonnées programmé dans sa mémoire avant qu'il ne quitte la piste. Puis le GPS revient. Signal propre, constellation complète, position se mettant à jour 10 fois par seconde. L'ordinateur accepte le fixe et vire à l'ouest. Sauf que le GPS ment. Le drone commence à dériver vers l'Estonie. Ce qui vient de se produire à l'intérieur de l'ordinateur de navigation, c'est qu'il a accepté un signal satellite contrefait. Un faux si parfait que le récepteur ne peut pas faire la différence. C'est le leurrage GNSS, et c'est une toute autre bête que le brouillage. Le brouillage bloque le signal. Le drone sait que le GPS est parti et bascule sur la sauvegarde. Le leurrage fournit au drone un faux parfait qui dit « Vous êtes ici » quand vous êtes en réalité 15 km plus à l'est. Vous suivez les indications avec une totale confiance, arrivez à la mauvaise adresse et ne savez jamais que la carte était un mensonge. Au cours de cette campagne, le leurrage a poussé des drones latéralement dans l'espace aérien de l'OTAN. Un Luti s'est écrasé sur une centrale électrique en Estonie. 2 autres se sont crashés en Finlande. D'autres sont tombés en Lettonie et en Lituanie. Si la caméra de terrain tombe en panne ou si le terrain est trop uniforme pour être reconnu, le drone fait confiance au GPS falsifié et vole où la Russie le dirige. Chacun de ces drones a fait confiance à ce signal contrefait et a volé précisément là où la Russie le leur indiquait. Mais la caméra de ce Luti attrape le mensonge. Le sol en dessous ne correspond pas. L'ordinateur voit un méandre de rivière à des coordonnées qui contredisent le fixe GPS, reconnaît la discordance avec sa bibliothèque de terrain stocké et passe outre le satellite entièrement. Il reprend la trajectoire originale comme si le signal de leurrage n'avait jamais existé. Comme avoir un ami sur le siège passager qui regarde par la fenêtre et dit « Je me fiche de ce que dit le GPS, je reconnais ce carrefour, tourne à gauche ». Tant que la caméra peut voir des repères, un GPS menteur est sans importance. Le problème survient quand chaque champ est sous la neige de Mars et que la bibliothèque n'a rien à comparer. Le système de leurrage vaincu par un module de caméra du commerce qui coûte moins cher qu'un bon dîner d'anniversaire. Le leurrage est battu, mais les 800 mètres de dérive du blackout GPS sont toujours là, incorporés avant même que le leurrage n'ait commencé. Proche de la trajectoire,
mais à 800 mètres de décalage. Brouillage, l'orage et un chasseur supersonique. Et les drones volent encore. Ce qui attend à Ust-Luga ne sera pas aussi indulgent. Les Lutwiz survivants, entre 8 et 10 sur le paquet initial, pénètrent dans l'oblast de Leningrad à 3h48 à 60 mètres d'altitude. La caméra verrouille la rivière Luga en avant, un repère fort découpant les basses terres côtières plates, et les drones descendent à 30 mètres pour suivre la rivière vers le nord-ouest en direction du port. Les drones descendent sur un port qui a déjà été frappé à plusieurs reprises. 5 frappes, depuis le 22 mars, ont laissé 2 postes d'amarrage fermés, 3 pétroliers au mouillage et des équipes de réparation encore en train de souder des conduites d'alimentation percées sous des projecteurs. À l'intérieur du poste de commandement de la défense aérienne, l'officier de permanence a regardé cette approche pendant 16 jours consécutifs. La même direction à chaque fois. Des drones venant du sud-est plongeant dans les basses terres de la rivière Luga sous l'horizon radar du S-400, rasant les cimes des arbres jusqu'au parc de stockage. Le S-400 est conçu pour trouver des missiles de croisière à 400 mètres d'altitude. Une caméra de surveillance conçue pour repérer des voitures sur l'autoroute. Il ne trouve pas une trottinette roulant dans le parking. Les batteries Pantsir du port, la couche gardien à courte portée de la Russie, ont engagé à chaque attaque, et les drones continuent de passer parce qu'au moment où le radar les détecte au niveau de la rivière, il reste peut-être 3 secondes pour tirer. Il a passé la semaine dernière à repositionner des actifs pour résoudre ce problème. Ce soir, les drones pensent connaître cette approche. Le Luti de tête contourne un méandre de rivière à 18 km du parc de stockage. Son chercheur infrarouge se réchauffe pour l'acquisition. Une émission radar le frappe depuis l'intérieur de la vallée, pas depuis les collines où les batteries de défense aérienne sont censées se trouver. Un missile 9 M317MA jaillit d'une rampe à Mach 4. Le drone ne dévie pas. Pas de récepteur d'alerte, pas de capacité d'évasion. Fibre de verre à 500 km/h contre un missile allant 20 fois plus vite. Impact direct. Le chargeur automatique se cycle. Le deuxième missile trouve un deuxième Luti, 400 mètres derrière. 2 drones partis en 4 secondes. Ce qui vient de tirer depuis le fond de la vallée, c'est un Buk M3, le système de défense aérienne à moyenne portée le plus récent de la Russie. Et il n'est pas là où un Buk est censé être. Normalement, on place ces batteries sur une colline pour que le radar puisse voir le plus loin possible. Ce commandant a placé le sien à l'intérieur de la vallée fluviale, dans le terrain que les drones utilisent comme couverture, le long du couloir exact qu'ils ont emprunté 5 fois en 16 jours. Le 9 M317MA a une altitude d'engagement minimale de 15 mètres et une portée de 70 km. Mais à l'intérieur de la vallée, la portée se réduit à moins de 10 km et le missile y arrive en quelques secondes. Le radar sait déjà de quelle direction viennent les drones. Un radar de vitesse sur la seule route que chaque conducteur emprunte pour éviter l'autoroute. Mais le troisième Luti n'est pas là où le Buk l'attend. Ces 800 mètres de dérive du Blackout GPS ont poussé sa trajectoire au nord de l'axe central de la rivière, hors de la fenêtre sur laquelle le radar était pointé. Le radar pivote pour réacquérir, mais le drone a dépassé la fenêtre. Le missile part en retard. Poursuite par la queue, mauvaise géométrie, cible disparaissant derrière les arbres. La fusée de proximité détonne 40 mètres derrière le drone. Les éclats traversent le fuselage central. L'ogive du Luti se trouve dans le nez, le moteur dans la queue, et entre les deux, il n'y a que réservoir de carburant et pot en fibre de verre. Les fragments percent la paroi du fuselage et crèvent la poche de carburant. De l'essence s'échappe de 3 trous dans le ventre, se déversant dans le sillage. La surface de contrôle gauche est déchiquetée. Le drone part en crabe latéralement, luttant pour maintenir le cap avec ce qui reste du côté droit. Mais le moteur est intact et l'ogive est intacte. L'ordinateur de navigation n'a aucun moyen de ressentir la douleur, de vérifier son niveau de carburant ou de remarquer qu'il vole même de travers. Il vole jusqu'à ce qu'il ne le puisse plus.
Le propre brouilleur Pôle 21 de la Russie, le système qui a créé la dérive 4 heures plus tôt, vient d'accidentellement sauver un drone à 200 000 $ d'un missile à 1 200 000 $. Parfois, la meilleure contre-mesure est la chance aveugle et un mauvais calcul. À 15 km de l'objectif, les survivants montent depuis la vallée. La caméra a besoin d'une ligne de visée dégagée pour verrouiller la cible, et les arbres la bloquent. Ils émergent au-dessus de la canopée à 45 mètres. Des traceurs s'élèvent en arc de 3 directions. Derrière un cordon de sacs de sable sur le périmètre est du port, un artilleur russe est assis dans le froid depuis 4 heures à attendre exactement ce moment. Le drone apparaît sur son viseur thermique comme un point blanc brillant se déplaçant de gauche à droite sur un fond vert-noir. La chaleur du moteur brillant contre le ciel gelé. Il avance la cible de 2 longueurs de corps devant, le même instinct qu'on utiliserait pour tirer sur un canard à la chasse, et appuie sur la gâchette. L'arme martèle contre son épaule et les traceurs montent dans l'obscurité. Les arcs de lumière dans le ciel d'avant l'aube sont des balles traçantes de 12,7 mm depuis des positions tout autour du périmètre du port. Des mitrailleuses lourdes DSHK et cordes, montées sur camions en sac de sable, avec des viseurs thermiques qui détectent un moteur chaud contre un sol froid, comme une cigarette allumée se distingue dans un parking à minuit. Contre un chasseur à réaction, ce matériel est de la décoration. Contre un Lutti à 45 mètres, fibre de verre, zéro blindage, verrouillé dans sa plongée. Un tir concentré de 12,7 mm est dévastateur. Le Cord tire 750 coups par minute, et un seul coup à travers le moteur, la conduite de carburant ou la surface de contrôle met fin à la mission. Les canons antiaériens de nos grands-parents, faisant un travail que des systèmes de défense à plusieurs milliards n'ont pas pu accomplir. Vieux de 80 ans, et contre une cible qui ne peut pas esquiver, ça marche très bien. Un Lutti prend un coup sur une surface de contrôle et part en vrille dans un champ à 3 km de l'objectif. Un autre absorbe des coups à travers le fuselage, mais continue de voler. Moteur intact, ogive intacte, chercheur verrouillé sur le bloom thermique de réservoir de stockage de pétrole de 50 000 m3. Un radar verrouille un Lutti à 6 km. Un missile, plus petit que tout ce qui figure dans l'inventaire standard de la Russie, jaillit d'une rampe sur le périmètre du port. Impact direct, confetti de fibres de verre. Ce qui vient de tirer, c'est un Pantsir SMD. Et ce n'est pas le Pantsir standard. L'original emporte 12 missiles, et contre un essaim de 20 drones, il est à sec après 12 tirs, et le reste passe à travers. C'est le problème central de la défense antimissile contre les drones bon marché depuis le début de cette guerre. La variante SMD le résout. 48 missiles 9M317M, chacun plus petit et moins cher que l'intercepteur standard, conçus spécifiquement pour abattre un drone à 55 000 $ sans brûler un missile à 1 million de $ pour le faire. Chaque radar et capteur autour du port alimente un seul réseau, de sorte que quand un écran voit un drone, chaque canon de la défense sait où il se trouve. 4 drones ont passé les mitrailleuses. Le Pantsir en a eu un. 3 plongent. À 12 km, le chercheur infrarouge du Lutti s'active. Une version thermique de la caméra de votre téléphone qui se verrouille sur la chose la plus chaude dans le cadre. Le parc de stockage apparaît comme un groupe de points chauds contre un sol gelé. 50 000 m3 de pétrole brut et même à température ambiante, ça brille contre le paysage de Mars gelé. Le chercheur ne choisit pas un réservoir spécifique. Il verrouille le groupe le plus chaud et s'engage. Pas de changement de cap, pas de seconde pensée, juste une ogive sur un voyage sans retour. À 4h02, la première ogive, 50 kg d'explosifs à haute puissance, la charge plus légère échangée contre la portée sur une mission de 1000 km, perce la coque d'acier d'un réservoir de stockage de Transneft Baltica. Le pétrole brut ne s'enflamme pas, il s'embrase, et une colonne de fumée noire commence à monter au-dessus de la baie de Louga. 8 secondes plus tard, le deuxième drone frappe un réservoir 200 mètres au sud. Puis le troisième arrive, celui criblé d'éclats.
Le drone qui fuit du carburant par 3 trous, qui part en crabe sur une surface de contrôle déchiquetée, dont l'ordinateur de navigation ignore qu'il vole à peine, et qui s'écrase sur un poste de chargement au niveau de la ligne d'eau. L'oléoduc se rompt, le feu court le long du quai et dans l'eau. Il y a quelque chose de troublant dans cette logique, et on peut se demander si on est d'accord là-dessus. La valeur d'un système d'armes ne se mesure plus à sa sophistication, mais à sa capacité à forcer l'adversaire à dépenser infiniment plus pour le neutraliser. Des millions de dollars de défense, des années d'ingénierie, et c'est finalement un artilleur dans le froid, avec une mitrailleuse vieille de plusieurs décennies, qui s'est le mieux comporté cette nuit-là. On peut se demander ce que ça dit de la direction que prend la guerre moderne.